Et bonjour à tous, je suis de retour sur ma chaîne Michel Footix. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet concernant la sélection espagnole qui vient d'être couronnée de cette Coupe du Monde. Donc du coup, je tiens à dire que, encore une fois, félicitations pour cette sélection et cette nation d'avoir remporté sa deuxième Coupe du Monde. Et je tiens à dire que je pense, selon moi, que l'on n'en a vraiment pas fini avec cette équipe d'Espagne qui vraiment est en train d'imposer son jeu, sa philosophie et sa manière d'évoluer, son collectif. Et puis aussi, il est à noter que sa composition d'équipe est très jeune. Donc par exemple, si on prend le cas de Lamine Yamal, il a tout juste 19 ans, c'est-à-dire que dans 4 ans, la prochaine Coupe du Monde qui s'organisera en Espagne, avec également en parallèle le Portugal et le Maroc, eh bien il aura 23 ans, il sera encore jeune, il sera en pleine possession de ses pouvoirs et de son talent, et peut-être qu'il sera à son prime, peut-être aussi mieux qu'à cette dernière Coupe du Monde. Et les autres joueurs, ça peut être le cas. Et puis aussi également ces jeunes qui arrivent comme Marc Pubil, tout ça, c'est Macia là qui est en train d'arriver également en fanfare petit à petit. Et j'ai bien peur, enfin tant mieux pour eux, hein, mais j'ai bien peur que l'Espagne impose sa dynastie durant vraiment carrément une décennie, parce que c'est vrai que là, si on fait un petit rappel historique assez récent, si on prend par exemple l'équipe de France, eh bien les Français, ils ont des grands joueurs, ils ont réalisé un excellent travail sur ça, franchement il n'y a rien à redire, mais il y a toujours une équipe qui contre à chaque fois l'équipe de France. Donc en 2024, déjà l'Euro, on perd contre l'Espagne en demi-finale, et puis c'est eux qui gagnent à la fin. Ensuite, lors des Jeux Olympiques, la France arrive en finale lors des Jeux de Paris de 2024, ils perdent 5-3 contre l'Espagne. L'année dernière, Ligue des Nations, la France perd 4-5 contre l'Espagne à nouveau. Voilà, et puis dernièrement, la demi-finale, pour moi, ça a été le pire match, hein, voilà, parce que les autres encore, euh, les Français avaient réussi à marquer des buts, à se procurer des occasions dangereuses. Là, hormis à la fin du match où on s'est montré un peu plus dangereux, on a été anesthésié quand même sur une grande partie du match et on perd 2-0. Quoi. Bref, du coup, on pensait que cette fois-ci, ça y est, on allait faire sauter le verrou espagnol. Mais que nenni, voilà, c'est eux qui nous ont fait sauter, quoi. Mais carrément, quoi. Sans appel. Donc, de ce fait, je pense qu'il y a vraiment du travail encore concernant l'équipe de France, avec, bon, déjà, on sait que Didier Deschamps a quitté la sélection nationale et que c'est Zinedine Zidane qui va reprendre le flambeau. Mais c'est vrai que si on s'appuie sur cette équipe d'Espagne, chaque fois ils remportent quelque chose. Hein. Bon, sauf la Ligue des Nations l'année dernière où ils perdent en finale contre le Portugal, mais bon, voilà, c'est pas une compétition très importante. Puis sachant qu'ils ont remporté la Ligue des Nations en 2023 contre la Croatie, et depuis que De La Fuente est arrivé, il a pratiquement tout gagné avec la sélection espagnole. Il est à noter également que les féminines sont championnes du monde en 2023. Donc en fait, le football espagnol est vraiment au top de sa forme. Alors bien sûr, Ligue des Champions, c'est un club français qui gagne, c'est le Paris Saint-Germain, mais qui c'est qui mène cette équipe depuis 3 ans? C'est Luis Enrique. C'est Luis Enrique qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter les 2 dernières Ligues des Champions. Et ce n'est pas parce que Mbappé est parti. Non, c'est parce qu'il a imposé sa philosophie de jeu, puisque Mbappé lui voulait déjà partir au Real Madrid, ça ne change rien, c'est pas le club qui l'a poussé à la porte, c'est pas Enrique qui lui a dit de se barrer, c'est Mbappé qui voulait partir lui-même au Real Madrid parce que c'était son rêve. Donc on l'a laissé, il est parti, il a rien gagné, bon voilà, ça c'est son problème à lui. Mais c'est Enrique qui a fait tout le travail au Paris Saint-Germain et qui a réussi à changer la philosophie du club, à passer des stars qui échouait à chaque fois, et à construire une équipe collective et à monter en puissance, et ça a marché. Il avait fait également la même chose pour l'équipe d'Espagne, mais seulement il est en train de monter en puissance sur la Coupe du Monde, alors sur l'Euro d'abord 2021 où ils étaient arrivés jusqu'en demi-finale,
Et puis après la Ligue des Nations où l'Espagne avait perdu justement contre l'équipe de France en 2021, donc dernier titre de la France, dernière victoire des Bleus contre les Espagnols. Là, en fait, sur ces 5 dernières années, on peut dire que les deux meilleures sélections européennes, c'est la France et l'Espagne. Tout simplement, quoi. Même voire mondial, quoi, avec l'Argentine aussi qui elle également a dominé une partie du football mondial, même si je pense que maintenant elle arrive en fin de cycle. Par contre, l'Espagne, c'est pas le cas. L'Espagne, c'est ça, c'est pas le cas. Là, ils sont jeunes, donc c'est pas comme en 2012 où l'Espagne avait marché sur le monde et sur l'Europe. Ils arrivaient en fin de cycle. On a senti à partir de 2013 et puis après à leur élimination à la Coupe du Monde 2014 où ils se font exploser par les Pays-Bas 5-1 avec la fameuse tête plongeante de Van Persie. L'Espagne arrivait en fin de cycle. Et là, on sent que c'est le contraire. L'Espagne est au début, n'est qu'au début. J'ai l'impression que ce n'est qu'un début, sincèrement. Donc c'est ça en fait qui est effrayant. Dans 2 ans, il y a l'Euro en Angleterre, et dans 4 ans, la Coupe du Monde, en plus, c'est chez eux. Donc, enfin, même si c'est sur 3 pays, mais l'Espagne sera quand même le fil rouge, comme l'a été les États-Unis cette année. Ouais, j'ai bien peur qu'ils imposent leur jeu et qu'ils créent une dynastie. Vraiment une dynastie sur 6, 7, 8 ans de domination totale, quoi. Donc là, on parlerait vraiment d'une dynastie concernant l'Espagne. Ça, c'est clair et net, quoi. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont là. Dans 2 ans, il y a l'Euro. Bon, on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'ils perdront, on verra bien. Mais c'est vrai que si je fais maintenant un rappel historique depuis ces 20 dernières années, on revient en 2006, quand la France perd la finale contre l'Italie. L'Italie décroche sa 4e étoile. La France, à l'époque, avait toujours une étoile. Et l'Espagne, à cette époque-là, elle n'avait qu'un seul titre. Le championnat d'Europe des Nations en 1964. Donc c'était une compétition qu'ils avaient remportée en 1964. Ils avaient perdu la finale après en 84 contre l'équipe de France avec Platini. Donc en fait, ils avaient une seule Coupe d'Europe qui prenait vraiment la poussière. Sincèrement, ça faisait plus de 40 ans qu'ils avaient rien gagné, quoi. Et cette équipe, cette sélection espagnole était toujours présente dans les grandes compétitions. À chaque fois, elle était présente. Elle ne manquait jamais de compétition. Depuis que j'ai connu le football, depuis le début des années 90, jamais il manquait de compétition. Ils étaient toujours là. Euro 92, Coupe du Monde 94, Euro 96, Mondial 98, ils étaient toujours présents. Ils se qualifiaient toujours. Bon, mais dans la plupart du temps, ils se faisaient toujours éliminer dès le début de la compétition. Alors, c'était soit au premier tour, bon, ça a été le seul cas à la Coupe du Monde 98, où ils étaient sortis au premier tour en France, mais après le reste du temps, ils se qualifiaient toujours pour le deuxième tour, mais ils sortaient à chaque fois. Donc à l'Euro, ils se faisaient sortir en quart de finale, parce qu'à l'époque il y avait 16 équipes, donc on passait des poules au quart de finale directement, donc ils se faisaient sortir dès le quart de finale, et en Coupe du Monde, ils se faisaient sortir soit en 8e, soit en quart de finale. En 94, ils sortent en quart de finale. En 2002, ils sortent aussi en quart de finale contre une équipe de Corée du Sud. Bon, pour moi, il devait passer l'Espagne là, parce que là, ça a été une corruption totale, tout ça, où la Corée du Sud, elle avait été avantagée, et même si j'étais pas pour l'Espagne, j'aurais préféré voir, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, un Italie-Espagne en quart de finale, ou même, oui, carrément, que de voir Espagne-Corée du Sud en quart de finale, et en plus l'Espagne qui se fait éliminer par la Corée du Sud, dans une situation grotesque. C'est dans une situation qui totalement corrompue. C'était un scandale, c'était une situation scandaleuse, quoi. Sincèrement. Donc à partir de là, j'ai compris que le football commençait déjà à changer, quoi. Bref, en tout cas, j'étais dégoûté. Voilà, j'étais dégoûté parce que je suis sûr que je préfère revoir en quart de finale en Italie-Espagne en Mondial 2002 plutôt que de voir la Corée du Sud, quoi. Sincèrement, quoi. Je connaissais aucun joueur en plus en Corée du Sud, là. Et j'ai l'impression qu'ils s'appelaient tous pareil, les mecs. Hong Ching, Yum, Ma Seng, sincèrement, là, Jin, Junjan, ils avaient les mêmes noms, les mecs. Bref. Après, voilà, ça a évolué, mais sincèrement, moi, ça me faisait chier de voir ça, quoi. Bref, c'est comme ça, c'est du passé. En tout cas, l'Espagne ne gagnait pas. Après, en 2004, je me souviens que, bon, là, alors, ça a été un incroyable retournement de situation. Là, alors là, ça a défrayé la chronique, puisque l'Euro 2004, qui s'est organisé au Portugal, avait été remporté par la Grèce. Alors,
la Grèce, j'adore, hein, c'est un pays méditerranéen, tout ça, j'adore évidemment la Grèce, évidemment. Je préfère que ce soit la Grèce qui aille jusqu'au bout plutôt que la Finlande ou la Norvège, évidemment, quoi. Mais sincèrement, c'est pas une grande nation du foot après la Grèce. Je préfère voir la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. La Grèce, bon, avait réussi à gagner tout le monde. Et je me souviens qu'ils avaient réussi ils avaient éliminé l'équipe de France. Et l'Espagne, d'ailleurs, a été sortie au premier tour. Ils avaient été accrochés par la Grèce et puis après ils avaient été battus par le Portugal. Bref, l'Espagne, encore une fois en 2004, elle s'était sabotée. Donc à chaque fois, il y avait cette Espagne là qui était présente, qui avait des grands joueurs, dont notamment du Real Madrid, mais de toute l'Espagne en général, hein, de Valencia, tout ça, parce qu'à l'époque Valencia était une très bonne équipe. Bref, ils étaient toujours forts. Et à chaque fois, ils décevaient. À chaque fois, ils se faisaient éliminer. Alors, 2000, bon, ben, c'est la France qui les élimine. Bon, là, c'était quand même un beau quart de finale bien mérité pour les Français, qui étaient à leur apogée, évidemment. Et puis, en 2006, l'Espagne revient avec Luis Aragonès, avec une équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique. Et là, bon, j'ai senti que l'Espagne était beaucoup plus forte. Et après, ils arrivent en huitième donc contre la France. Et nous, la France, bon, on a eu des soucis, tout ça, où c'était pas trop facile au début. Mais après, les Français ont fait un bon choix puisqu'ils ont préféré écouter Zidane que Domenech. Parce que s'ils avaient écouté Domenech, je pense que la France aurait été sortie dès les huitièmes de finale, justement contre cette Espagne qui était prometteuse. Et puis, bon, mais finalement, la France a montré qu'elle était toujours là, que c'était elle la patronne et elle avait éliminé l'Espagne. Et c'était un match magnifique avec le but de Zidane à la fin. Bon, je vais pas refaire le match, mais en tout cas, c'était magnifique. Et donc, pour revenir à l'Espagne, à chaque fois, ben, ils gagnaient rien, quoi. À chaque fois, les gens se demandaient quand est-ce qu'ils vont gagner, quoi. Sincèrement, quand est-ce qu'ils vont même arriver en demi-finale, parce qu'ils n'arrivaient même pas en demi-finale, quoi. Je veux dire, parce que les autres nations, bon, des fois, quand elles ne gagnaient pas, elles arrivaient loin dans la compétition. Soit en demi, soit en finale, mais l'Espagne, il y avait un plafond de verre, c'était le quart de finale, quoi. Ils n'arrivaient pas à aller plus loin que le quart de finale, quoi. Ils étaient toujours présents, ils se qualifiaient généralement toujours pour le deuxième tour, sauf à l'Euro 2004 et au Mondial 98, mais je veux dire, à chaque fois, ils sautaient en quart de finale, quoi. On les voyait monter en puissance, et puis en quart de finale, c'était merci beaucoup, adios, quoi. C'était ça. Et puis ensuite, à partir de là, Luis Aragonés, c'est lui le pionnier qui a changé cette équipe d'Espagne. Au début, bien sûr, il a eu cet échec contre l'équipe de France, mais après, à l'Euro 2008, il avait été prolongé, et c'est à partir de là qu'il a créé une révolution. Il s'est basé donc sur le jeu de possession que réalisait le FC Barcelone à partir de là, et en parallèle, il a sorti Raúl de la sélection. Raúl, c'était une légende du football espagnol du Real Madrid. C'était un des meilleurs attaquants, je pense, de l'histoire du football espagnol, et même voire du Real Madrid, le vrai numéro 9 à l'ancienne. Il marquait but sur but avec le Real, et à chaque fois qu'il était avec la sélection, il marquait régulièrement, quoi. Mais seulement, il ne gagnait jamais rien avec la sélection. Alors, il gagnait tout avec le Real, mais jamais avec l'Espagne. Donc, du coup, il avait vraiment tout l'amour des supporters madriennes, mais par contre, les Espagnols, ben, commençaient à avoir des doutes. Alors les Madriennes l'adoraient, mais les Catalans le détestaient, même les Valenciennes. Donc à un moment donné, ils se demandaient, Raoul, à chaque fois, il réussit pas à faire gagner l'Espagne, quoi. Il réussit des fois même à lui tout seul à faire gagner le Real, mais pas l'Espagne. Et Luis Aragonés l'a écarté de la sélection. Et à partir de là, Luis Aragonés, il a reçu une pluie de critiques. Tout le monde est tombé sur lui, disant que l'Espagne allait droit au mur, et que parce que là, déjà qu'avec Raoul, ça gagnait pas trop, mais que quand même il était encore à son prime, et que justement, c'était peut-être maintenant ou jamais. Et finalement, mais il est resté sur sa décision. Et là, tout le monde, vraiment, lui est tombé dessus. Les médias, les journaux, lui ont dit qu'il était vraiment en train d'assassiner la Rora, et que l'Espagne allait se fracasser comme jamais, quoi. Voilà. Et lui, il a dit, c'est pas grave, moi je prends le risque. Je veux jouer sans Raoul. C'est tout, quoi. Il est parti en Suisse sans Raoul. Il est allé chercher des jeunes, des Fernando Torres, David Villa, tout ça, etc. Plus les deux jeunes de la Masia, Xavi, Iniesta, plus Puyol, etc. Et il a créé un collectif. Cette équipe, elle a marché sur la compétition. Elle arrive en finale. Cette fois-ci, elle arrive en demi-finale après avoir éliminé l'Italie au tir au but. Elle arrive finalement donc face à l'Allemagne pour la grande finale. Elle gagne 1-0 avec un but de Torres. À partir de là, Luis Aragonés a fait taire toutes les critiques,
Et tout le monde pensait qu'il allait se fracasser totalement. Et finalement, le fait d'avoir écarté Raoul a permis à l'Espagne de gagner. Je pense que ce n'est pas seulement dû à Raoul, mais je pense que c'était à l'aura qu'il a apporté en fait. Que l'Espagne jouait trop pour lui. Lui voulait une Espagne collective, compacte, basée sur le style du jeu de Barça et non sur le style individualiste du Real Madrid qui était un échec cuisant encore plus à cette époque. Alors que le Barça, en plus avec l'ère guardiolesque qui est arrivée après, est monté en puissance avec le jeu du tiki-taka. À partir de là, quand Aragonés est parti, Vicente del Bosque, ancienne légende du Real Madrid, est venu avec la sélection espagnole. Et lui, il a adopté un tiki-taka encore plus fort, encore plus prononcé, basé sur le joueur du FC Barcelone. Il avait dans l'équipe la moitié du Barça, la moitié du Real. Mais lorsque les joueurs se rencontraient pour la sélection, ils oubliaient carrément leur rivalité avec leurs clubs respectifs, Barcelone et Real Madrid, puisque forcément le Barça et le Real Madrid, ce sont les deux clubs ennemis en Espagne. Et là, quand ils se retrouvent en sélection, ils oubliaient, ils mettaient tout ça de côté. Ils oubliaient le Barça, ils oubliaient le Real. Ils pensaient à une seule chose, juste le pays, l'Espagne. Vraiment toute l'Espagne. Voilà, la réunification du pays. On oublie les régions, on oublie les villes. C'est uniquement le pays qui compte. Donc à partir de là, donc l'Espagne a joué en tiki-taka, ils sont montés en puissance et puis bon, on connaît l'histoire. En 2010 ils remportent la Coupe du Monde alors qu'ils avaient mal commencé et puis en 2012 ils remportent à nouveau le championnat d'Europe des Nations. Donc en fait en 4 ans ils remportent les 3 titres majeurs. Il y avait juste la Coupe des Confédérations qu'ils avaient perdu en 2009, mais bon, c'était une compétition mineure, là ils avaient perdu contre les États-Unis, mais sinon voilà, l'Espagne gagnait tout. Gagner absolument tout. Et l'année d'après, c'est à partir de là que l'Espagne a commencé un peu à chuter. Parce que l'équipe est arrivée à son prime, l'équipe commençait à virer un petit peu, et puis il n'y avait pas une autre génération qui arrivait derrière. L'autre génération arrivait, mais ce n'est pas les mêmes talents. Et puis je pense qu'ils ont gagné trop en confiance, ils se sont dit ça y est, maintenant c'est nous qui sommes à l'opposé du football international. Et ils se sont un peu reposés sur leur laurier parce que les autres équipes en revanche se sont adaptées à cette équipe espagnole. Et lors de la Coupe des Confédérations 2013, l'Espagne arrive en finale, donc encore une fois elle montre qu'elle est toujours là, que c'est vraiment elle la patronne. Et puis elle va tomber sur un Brésil qui sera totalement transformé. Et le Brésil de Neymar, de Marcelo, de Thiago Silva, etc. Luis Gustavo. Et le Brésil a terrassé l'Espagne ce jour-là 3-0. Et c'est le Brésil qui remporte la Coupe des Confédérations. À partir de ce moment-là, j'ai senti que l'Espagne, c'était un peu le début de la fin. Parce que c'était vraiment l'équipe la plus forte au monde, l'équipe à battre. Mais après, on s'est rendu compte qu'un an après, on s'est rendu compte vraiment de cet incident parce que l'Espagne sera sortie dès le premier tour de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et en revanche, le Brésil, lui, on connaît l'histoire, ils arriveront en demi-finale, mais après ils se feront ouvrir totalement par l'Allemagne. Donc en fait tout ça, cette Coupe des Confédérations 2013, c'était un feu de paille en fait, tout simplement, où on a vu un Brésil, soi-disant entre guillemets, qui renaissait et qui avait cette motivation de jouer la prochaine Coupe du Monde dans son pays, et battre complètement, exterminer totalement la grande Espagne, et qui finalement, un an après, eux aussi, se sont fait laminer par l'Allemagne 7-1, quoi. Donc, à partir de là, on s'est dit que tout ça, c'était un feu de paille, que le Brésil avait gagné face à une équipe d'Allemagne d'Espagne, pardon, qui était totalement faible. Et donc, à ce compte-là, on s'est même dit, que l'Espagne, ils auraient perdu contre n'importe qui. D'ailleurs, on l'a vu, puisqu'après, ils perdent contre le Chili. Donc, ils se font sortir. Ça y est, c'est terminé. Donc, à partir de là, ça y est, l'Espagne n'était plus le tiki-taka, et à partir de là, les autres nations se sont dit, ça y est, on a tué le tiki-taka. Et en parallèle, le Barça, déjà, commençait, après l'ère Guardiola, à changer de style, tout ça, et c'était moins flamboyant que les années Guardiola, parce qu'en fait, l'image du Barça était vraiment l'image de l'Espagne. Si on revient à cette époque-là, le Barça gagnait tout, 2009 Ligue des Champions, 2011 Ligue des Champions. Et l'Espagne, en parallèle, c'était l'Euro 2008, le Mondial 2010, et la Coupe d'Europe 2012. Donc en fait, chaque année, c'était Barcelone ou l'Espagne qui gagnait, si vous regardez. 2008 Espagne, 2009 Barça, 2010 Espagne, 2011 Barcelone et 2012 Espagne. Sur ces 5 années-là, c'était vraiment les 5 années les plus glorieuses qu'ait connu l'Espagne, mais surtout la Catalogne. Et c'était surtout la Catalogne, c'était surtout le Barça qui faisait vraiment
l'Espagne, en gros. C'était surtout eux, en fait. C'était surtout grâce aux Catalans. Bref. Et puis après, donc, après l'ère, donc, de la Fuente, l'Espagne donc, a connu une période de battement avec une nouvelle génération qui était un petit peu désorienté, on va dire. Lui, Del Bosque, il est resté à la fédération. Après, bon, l'Espagne s'est fait ouvrir par l'Italie à huitième de finale de l'Euro 2016 qui s'est organisé en France. Après, Del Bosque est parti. Il y a eu Lopetegui qui est arrivé, qui a reformé une équipe, mais il y a eu un gros malaise dans la fédération espagnole, dont Lopetegui, il avait, juste avant le mondial 2018, il quitte la section espagnole pour rejoindre le Real Madrid, puisqu'en 2018, on sait que Zidane avait quitté le Real Madrid après sa troisième et dernière Ligue des Champions. Et là, Fernando Hierro avait été appelé au dernier moment pour prendre la tête de la section espagnole juste avant le mondial. Donc, vous vous rendez compte le malaise qu'il y avait, vous vous rendez compte la désorganisation qu'il y avait dans le football espagnol à partir de là, de tout ce qu'ils avaient créé, tout ce qu'ils avaient construit, était vraiment en train de tomber à l'eau. Mais c'était juste une mauvaise passe, c'est tout. Parce qu'après, l'Espagne se fait ouvrir au mondial 2018, ils sortent par la Russie, le pays organisateur, au tir au but, avec un jeu très ennuyeux, et du coup, ils méritaient leur sortie. Et à partir de là, c'est là qu'arrive un certain Luis Enrique. Luis Enrique, dont lui va amener l'Espagne à l'Euro 2021. Il va faire une très belle campagne où la nation, la Rora, bah, ils vont arriver jusqu'en demi-finale. Donc cette fois-ci, souvent avec l'Espagne, c'est ce qu'on disait, c'est soit ils se faisaient éliminer en huitième, soit ils arrivaient jusqu'au bout. Là, ils arrivent à arriver en demi-finale. On se dit, l'Espagne, ils vont peut-être réaliser de nouveau un coup, et ils tombent contre l'Italie. Encore une fois, c'était vraiment leur bête noire, l'Italie. D'ailleurs, j'y reviendrai justement par rapport à ça. Et à partir de là, bon, mais l'Espagne se fait éliminer, mais ils ont réalisé quand même un Euro très prometteur. Quelques mois après, il y a la Ligue des Nations, où ils arrivent en finale et ils perdent contre l'équipe de France. Mais en tout cas, c'était prometteur pour eux. Et en parallèle, il y avait les Jeux Olympiques, où l'Espagne perd en finale contre le Brésil. Mais, si on regarde bien, cette équipe, elle avait évolué. Il manquait juste quelques petits ingrédients pour faire la différence. C'est tout. Et on l'a vu. Alors, on l'a pas vu l'année suivante, parce qu'il y a eu la Coupe du Monde 2022, et là, après s'être qualifiés de justesse pour les huitièmes, parce qu'ils avaient été accrochés par le Japon, ils arrivent en huitième, et ils adoptent un jeu de possession ennuyeux contre le Maroc, qui joue également très bien son football, et qui finalement, ils arrivent au penalty, ils ratent tous leurs penalty, et c'est le Maroc qui passe. À partir de là, on s'est dit, l'Espagne, qui avait tellement évolué en 2021, et qui est arrivé pratiquement jusqu'au bout, il lui manquait vraiment le petit ingrédient pour remporter l'Euro ou la Ligue des Nations, voire même les Jeux Olympiques. Et bien là, de nouveau, elle était retombée sur les travers, et Luis Enrique avait été évincé de la sélection espagnole. C'est à partir de là qu'ils appellent Luis de la Fuente, qui lui, par contre, va adopter notre philosophie. C'est un homme du Nord, de l'Espagne, donc il va adopter notre philosophie en mettant un vrai numéro 9, en ayant un collectif bien huilé, en ayant un 4-3-3 ou un 4-2-3 bien construit, bien constitué, avec des latéraux, des centraux. Enfin voilà, lui, il voulait une équipe vraiment collective, un peu comme Luis Enrique, parce que Luis Enrique, je pense qu'il n'a pas eu assez le temps pour former cette équipe. Luis Enrique, je pense qu'il est meilleur en tant qu'entraîneur. Voilà, en tant qu'entraîneur, il a plus de temps de construire son équipe. En sélection, il y a moins de temps. Et Luis de la Fuente, pourquoi il a eu ce temps? Parce que déjà, il est à noter que ça fait déjà 10 ans qu'il est en train de construire cette équipe d'Espagne, depuis les U19, après les U21, et il a gagné des titres avec cette équipe-là. Il a formé des jeunes joueurs qui sont actuellement dans la section espagnole championne du monde. Donc il a formé cette équipe petit à petit. Et après, il a eu donc son temps, mais on va dire en aparté de l'équipe A. Et ensuite, après, c'est lui qui avait pris dans l'équipe olympique en 2021, où ils perdent contre le Brésil. Et ensuite, après, il prend l'équipe A. Et en 2023, l'Espagne remporte la Ligue des Nations. Voilà. En 2024, coup de tonnerre, il y a une nouvelle équipe d'Espagne qui arrive avec des jeunes talents qui sortent de nulle part comme Nico Williams et surtout ce jeune de 17 ans, Lamine Yamal. L'Espagne va écraser l'Euro 2024 jusqu'à la finale et ils sont champions d'Europe. L'Espagne est de retour. Mais c'est pas fini. Parce que 2 mois après, ils remportent les Jeux Olympiques contre l'équipe de France. L'année suivante, bon, ils arrivent en finale de Ligue des Nations, ils perdent contre le Portugal, mais je pense que ça a été mal pour un bien parce que dans leur tête, ils se sont dit, on n'est pas invincible. Et il faut arrêter d'avoir une confiance qui peut être trop excessive. Et cette année à la Coupe du Monde, malgré le piètre 0-0 qu'ils ont fait contre le Cap-Vert, on s'est dit, c'est pas terrible, ils vont retomber dans leur travers.
que nenni, ils sont arrivés jusqu'au bout, ils ont battu le meilleur collectif, attention, enfin le meilleur collectif, les meilleurs joueurs du monde qui sont dans l'équipe de France, ils arrivent jusqu'en demi, ils battent la France, et finalement ils battent l'Argentine. Voilà, et en plus ils ont un parcours difficile, parce que quand même entre le huitième et la finale, ils ont eu que des gros morceaux. Ils sortent le Portugal, ils sortent la Belgique, ils sortent la France et enfin l'Argentine. Donc ils ont été aussi forts qu'en 2024, parce qu'en 2024, ils comptaient surtout sur Yamal et Nico Williams. Il n'y aurait pas eu ces deux joueurs, je ne sais pas s'ils auraient gagné l'Euro. Mais cette année, même avec un Nico Williams qui était un peu blessé et un Yamal qui n'était pas à 100% de son plein potentiel, ils ont réussi à gagner. Et haut la main. Mieux que 2024. Alors d'une manière moins offensive, d'une manière plus, on va dire, constructive, un peu plus ennuyeuse, tout ça. Mais ils ont gagné. Voilà. Ils ont fait un peu le même coup qu'entre 2008 ou 2010. Bon, en 2008, c'était très collectif, enfin très offensif. Et en 2010, ils ont eu un jeu un peu plus ennuyeux en gagnant à chaque fois 1-0, mais en ayant un bloc hyper bien huilé, bien construit, hyper bien solide, et ils arrivent jusqu'au bout. En fait, je dis pas qu'ils ont copié le tiki-taka de 2010. Ils se sont adaptés avec un football moderne, mais en gardant leur philosophie et en modernisant leur style de jeu. Et ça a marché. Donc en fait, ils ont eu un passage à vide durant la deuxième partie des années 2010 pour revenir en puissance. Et si on regarde bien au niveau du récapitulatif, en 18 ans, l'Espagne va remporter 4 titres. 4 titres. Non, je dirais 5 titres, excusez-moi. 5 titres en affaire de 18 ans. 3 Coupes d'Europe, 2008, 2012, 2024. Et 2 Coupes du Monde, 2010, 2026. 5 titres. Non, excuse-moi, 6 titres, pardon. 6 titres en l'affaire de 18 ans. Incroyable. Incroyable. L'Espagne a dévancé la France, sincèrement, quoi. C'est incroyable. Excusez-moi, non, 5 titres. J'en perds la raison. Voilà, on va dire 5 titres majeurs, et puis ils ont remporté également la Ligue des Nations 2023. Donc en gros, ça fait 6, et si on rajoute même les Jeux Olympiques, ça fait 7. Même si, bon, les Jeux Olympiques, c'est une autre catégorie. Mais voilà, en gros, 7 titres au total, et 6 titres, on va dire, majeurs. Voilà, donc 3 Coupes d'Europe et 2 Coupes du Monde. Voilà, quoi. Donc, ah oui, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. Et ouais, ils ont carrément dépassé l'équipe de France. Voilà. On est arrivé à égalité, c'est sûr que la France a 2 Coupes du Monde, 2 championnats d'Europe. Non, nous on a 2 championnats d'Europe, 2 Coupes d'Europe, et ils ont 4 championnats d'Europe, 2 Coupes du Monde. Donc ils nous ont dévancés, quoi. Au niveau international, nous sommes à égalité, mais au niveau européen, ils nous ont dévancés. Donc ils sont devant nous, quoi. Et à l'affaire de 18 ans, parce que l'équipe de France, ok, certes, depuis 30 ans, elle a changé complètement de bord, même si dans les années 80, on avait été très beau, on avait gagné aussi la Coupe d'Europe en 84, mais ça a été juste, on va dire, une génération. Et puis après, l'équipe de France, elle a connu sa stabilité à partir du milieu des années 90, donc ça fait plus de 30 ans, même si on a eu un passage à vide à la fin des années 2000 et début des années 2010, avec Domenech et compagnie, il n'y a eu que ça, et puis l'accident du mondial 2002, voilà, il n'y a eu que ça, mais sinon on a toujours eu une stabilité. Mais en termes de titres, même si voilà, on fait quand même 2 finales de Coupe du Monde supplémentaires et une finale de Coupe d'Europe, on n'a pas gagné, quoi. Je veux dire, parce qu'on retient que le vainqueur. L'Espagne, depuis donc 2008, ils ont joué pratiquement le même nombre de finales que nous, mais la différence c'est qu'ils ont gagné. Ils ont gagné chaque finale. Ils n'ont perdu aucune finale. Hormis les Jeux Olympiques 2021, voilà, ou la Ligue des Nations, mais ça, c'est pas important. Ils ont gagné les finales qu'il fallait. 2008, ils gagnent. 2010, ils gagnent. 2012, ils gagnent. 2024, ils gagnent. 2026, ils gagnent. À chaque fois qu'ils ont été en finale, sur ces 5 finales, ils ont gagné, quoi. Ils les ont gagnés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a tellement de titres là derrière moi que
je me mélange les pinceaux, c'est ça. C'est pour ça que je disais 4 titres, 5 titres, 6 titres. Ah oui, mais à un moment donné, en si peu de temps, parce que même si 18 ans, c'est quand même un long nombre d'années en termes de football international, c'est quand même assez serré parce que c'est pas comme une Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est chaque année. Là, les compétitions internationales, c'est chaque 2 ans. Parce qu'il y a la Coupe du Monde et l'Euro. Donc, c'est chaque 2 ans qu'il y a une compétition internationale. C'est donc, voilà, c'est comme si on réduit sur 18 ans, c'est comme si on réduisait à 9 ans, par exemple. Sur 9 années, c'est comme si une équipe sur 9 années avait remporté 5 fois la Ligue des Champions. Ce serait énorme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si on se réfère à ça. Donc oui, la France a gagné un seul titre majeur, le Mondial 2018. Après, il y a eu des finales de perdues. L'Espagne, c'est 5 finales, 5 finales réussies, quoi. Et on n'en a pas fini, parce que cette équipe, elle monte en puissance. Elle monte vraiment, vraiment en puissance. Et je ferai une autre vidéo pour en parler, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer cette équipe d'Espagne? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Eh bien, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais pas impossible. Voilà. Il faut casser ce plafond de verre. Voilà. Et quand j'ai écouté, par exemple, que les Allemands, eux, ils avaient pris exemple sur le style espagnol, ils se sont carrément trompés. Et chaque nation doit garder son style de jeu, en évoluant, en se modernisant. Mais chacune des nations doit garder son style de jeu. Si les Allemands copient les Espagnols, ils vont droit au mur. Si nous, les Français, on fait comme les Espagnols, on va droit au mur. Chacun doit avoir son esprit collectif. Si je prends par exemple le cas de l'équipe de France, pour que la France puisse battre l'équipe d'Espagne, il faut faire la même chose qu'avait fait le Brésil en 2013. Déjà avoir une équipe déjà très forte sur toutes les lignes. Il faut avoir 2 grands latéraux, 2 grands centraux, grands gardiens, 2 grands milieux de terrain, comme à l'époque on avait Pogba et Kanté, et puis ensuite 4 devant qui vont apporter également. Mais il faut que chacun puisse apporter du sien. Il faut exercer un pressing sur l'adversaire. Mais il faut que tout le monde presse. Pas seulement les défenseurs ou le milieu. Il faut que Mbappé, Olysée, Dembélé pressent. Il faut qu'ils pressent. Voilà. Et je pense que ça peut faire la différence. Si on bouge cette équipe d'Espagne, comme la Belgique l'avait un peu fait. La Belgique, j'ai senti qu'ils ont un peu bougé aux Espagnols. Et ils ont réussi à marquer un but contre l'Espagne. Donc c'est pas impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Les Belges, pour moi, étaient la seule nation qui les a un peu bougés. Seulement, les Espagnols étaient beaucoup plus forts. Donc ce que je veux dire par là, que si on prend une équipe de France qui est très forte, et qu'on exerce une pression sans arrêt sur les Espagnols, mais en se disant, voilà, c'est pas nous les favoris, c'est eux, mais on va tout faire pour les contrer. Ça va être du 50-50. Peut-être que l'Espagne gagnera, peut-être qu'ils auront encore une fois le dessus. Mais en tout cas, même s'ils ont le dessus, ce sera vraiment de justesse. Ça se jouera sur un fil du rasoir. Et si on parvient à gagner, ça se jouera également sur un fil du rasoir. Donc voilà, je dis que si Zidane arrive en équipe de France, je pense qu'il va apporter notre philosophie. Il va pas se faire ami, comme ça a été le cas de Didier Deschamps dernièrement. Deschamps, ça a été un très grand sélectionneur, mais à la fin, voilà, presque il se prosternait devant Mbappé, tout ça, etc. Bon, je peux le comprendre. Il y avait un côté émotionnel, mais à un moment donné, voilà, t'es sélectionneur, voilà, faut mettre une barrière. Et je pense que Zidane, il mettra ce côté émotionnel si vraiment il y a le trophée à la fin de la compétition. Mais je pense que lui va vraiment apporter un style parce que il sait très bien ce qu'il peut faire. Il connaît le football espagnol. Il a été au Real Madrid. Bon, lui il n'a pas la philosophie du Barça, mais il connaît le football espagnol. Il sait ce que c'est. Il a été joueur au Real. Il a joué contre le Barça à chaque fois. Je veux dire, enfin, il sait, il connaît leur système. Il sait comment ils pensent, comment ils jouent. Voilà, Zidane, il est aussi espagnol que français, donc il connaît le système espagnol à 100%. Et je pense que c'est vraiment l'homme de la situation. Voilà. Et ensuite, concernant les autres nations, si elles peuvent battre l'Espagne, après, c'est chacune qui va avoir midi à sa porte. Si les nations elles travaillent bien, si elles recrutent bien des jeunes, si elles les font mûrir et évoluer. D'ailleurs, je ferai une vidéo par rapport à l'Italie vis-à-vis de ça. Voilà, ils peuvent réussir. Voilà, si le Portugal a échoué, c'est parce qu'ils comptaient trop sur Cristiano Ronaldo, alors qu'ils ont un effectif pléthorique.
Voilà, ils se sont sabordés. Les Anglais, il leur manque quelque chose pour tuer encore une fois le match, encore une fois. Même s'ils n'en sont pas loin. Nous aussi, on n'en est pas loin. Mais il nous manque cet ingrédient, il nous manque quelque chose que les Espagnols ont. Donc c'est avec le temps que je pense que les choses évolueront. Mais en tout cas, sachez que l'Espagne est toujours très très forte et elle va continuer à faire très mal. Et j'ai bien peur qu'ils imposent une dynastie. Alors il y a toujours possibilité de les contrer. Mais les Espagnols, cette fois-ci, ils ont eu deux aspects qui sont différents par rapport à 2012. C'est qu'ils vont pas retomber dans leur confiance excessive et dans leurs erreurs du passé. Parce que de la Fuente, c'est quelqu'un de très consciencieux qui va pas tomber dans l'effervescence de l'adrénaline ou de la confiance démesurée. Ils vont rester très concentrés. Ils savent que les adversaires veulent les faire tomber. Et ça va les rendre encore plus forts. Et en deuxième temps, ils ont des jeunes qui arrivent. Et des joueurs qui sont actuellement très jeunes. Et qui sont encore plus mûrs et peut-être meilleurs dans 2 ans. Donc c'est pour ça que le chantier s'annonce très long et très dur pour les élections européennes. Afin de préparer le prochain Euro 2028 qui se déroulera au Royaume-Uni dans le but bien sûr de faire tomber l'Espagne. Voilà, après bien sûr, il y aura une compétition entre nations qui se disputera, évidemment. L'Espagne ne sera pas uniquement que le sujet numéro 1, mais ce sera vraiment l'équipe à battre. Parce que là, tout le monde sait que les Espagnols, ils ont peut-être pas le jeu le plus spectaculaire, mais ils ont le jeu le plus efficace, le plus clinique, et celui qui fait le plus mal à n'importe quelle nation. Donc voilà, c'était ma vidéo par rapport à cette sélection espagnole qui domine drastiquement le football mondial. Ce sont les nouveaux rois du football. Et je ferai une autre vidéo vis-à-vis justement des sélections qui sont tombées et qui peuvent revenir et qui doivent revenir. Sur ce, à très vite.